Je déclare la réunion du 27 mars ouverte. Je vais passer la parole au chef de groupe pour voir s'il y a des personnes présentes ou absentes. OK. Absent. Oui. Et M. Manieri est en conseil de classe, alors il ne sait pas s'il terminera à temps. OK. Monsieur Léonard et Monsieur Haussmann sont absents. Oui. Virginie. Oui. Luc. OK, merci. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant la question d'actualité. Concernant les rapports d'activité, je vous rappelle que les membres de l'Assemblée peuvent intervenir sur simple inscription auprès de moi uniquement ce lundi 27 mars. Tenant compte de ces éléments, le planning des travaux de cette semaine se présentera comme suit. Aujourd'hui, examen des dossiers traditionnels. Ensuite, l'ouverture et la clôture de la discussion sur l'ensemble des rapports d'activité. Demain, je vous rappelle que nous avons notre journée d'études du Conseil provincial. Excusez-moi, mais la sonnette était mal mise. Et jeudi, les réponses du Collège provincial dans le cadre de l'examen des rapports d'activité. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 16 février 2023. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, c'est le résumé du procès-verbal de la réunion du Conseil provincial du 16 février 2023. Donc, la réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne Tans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 50 membres y assistent. Monsieur le directeur général provincial assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2023. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sous les documents 22-23 A09 et A010. Les amendements budgétaires 22-23 AB03 à 22-23 AB07 sont rejetés. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 22-23, 132 et 134. Le Conseil provincial prend connaissance des documents 22-23-133. Le procès-verbal de la réunion du 26 janvier est approuvé. La séance publique est levée à 17h20. En séance à huis clos, l'Assemblée a procédé à la désignation de Madame Laurence Sonaguer, oui, j'espère ne pas trop mal le prononcer, pour un mandat de 5 ans renouvelable en qualité de directrice du département sciences économiques et juridiques de la Haute École de la province de Liège. Merci, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, éloge funèbre de Monsieur Joseph Barthes, conseiller provincial honoraire. Madame la gouverneure faisant fonction, Mesdames et Messieurs les députés provinciaux, Monsieur le directeur général provincial, chers collègues, il est de mon devoir d'évoquer aujourd'hui la mémoire de Monsieur Joseph Barthes, ancien conseiller provincial honoraire. Rendons-lui aujourd'hui un dernier hommage en notre nom à tous. Né à la Calamine le 24 novembre 1936, Joseph Barthes est décédé le 14 mars dernier à l'âge de 86 ans. Représentant socialiste et élu en 1998, il restera en charge jusqu'en 2012. Joseph Barthes cumulera nombre d'années de fonction publique. Il sera tout d'abord conseiller communal à la Calamine durant 47 ans, dont 15 ans comme échevin. Ensuite, en 1988, il siégera comme membre du Parlement de la communauté germanophone avant d'en devenir vice-président en 1995. Il participera activement à façonner l'autonomie de sa communauté. En tant que conseiller provincial, il exercera ses fonctions avec un grand sens de la responsabilité et du devoir. Pendant ces 14 années, il aura toujours à cœur de défendre les intérêts de ses concitoyens et d'entretenir les bonnes relations entre la communauté germanophone et la province de Liège.
Pour ceux parmi nous qui l'ont connu, nous nous souvenons de son extrême courtoisie, de sa gentillesse. Joseph Barth était un homme au savoir-vivre exemplaire qui lui a valu le respect et la sympathie de tous ses collègues. Au nom de notre Assemblée, j'ai adressé un message de sympathie et de condoléances aux membres de sa famille. Je vous demande de vous recueillir quelques instants en sa mémoire. Je vous remercie. Point 3 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour des questions d'actualité qui comporte un point. Le document A11, questions d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à Liège Cap 2030. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour développer sa question, je donne la parole à Madame Muriel Freinet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Y a-t-il du rififi sur la ligne? Un nouveau projet est en route pour remplacer ou accompagner l'institution provinciale. Point d'interrogation. Pour être exact, ce n'est pas un nouveau projet, mais la renaissance d'un vieux et le recyclage est bien à la mode. Bâtir ensemble une des métropoles européennes de la connaissance et du savoir, ce mercredi 8 mars organisait le lancement de la nouvelle démarche Liège Cap 2030. En effet, le Gré Liège a redéfini ses missions, a renouvelé ses instances et a vu entrer en fonction son nouveau directeur général. Cette nouvelle impulsion est le fruit d'une union sacrée des forces vives liégeoises à l'échelle du territoire provincial, Liège, Verviers, Huy et Waremme, qui ont estimé indispensable, acteurs privés et publics confondus, de rétablir un dialogue structuré et permanent pour favoriser l'essor de la métropole liégeoise. Liège Cap 2030, pour Jean-Christophe Peterken, directeur du Gré Liège, aucune métropole ne peut se développer si elle ne sait pas où elle veut aller, si les acteurs privés et publics ne partagent pas ensemble une vision d'avenir. Il propose donc à la communauté liégeoise de s'approprier un cap, une direction, un horizon, faire de Liège une métropole AAA, triple A, pour en faire un projet enthousiasmant. Le Gré Liège a pour objet de déterminer les orientations stratégiques communes du développement liégeois et d'identifier les grands projets structurants et métropolitains. Ce projet, qui englobe une bonne partie du territoire provincial hors communauté germanophone, comme c'est bizarre, a l'air de vouloir redéfinir un nouveau pouvoir de consultation, de décision, de coordination. La province, par l'entremise et ou de son gouverneur, a-t-elle été invitée, consultée, a-t-elle participé au débat? Quelles sont les perspectives développées par le Gré Liège que l'institution provinciale ne fait déjà? Quel modèle politique le Gré peut-il initier? Comment assurer la participation de tous et de toutes à ce processus? Quelle légitimité démocratique? Quelle représentativité garantie pour tous les groupes politiques agissant sur le territoire? Les projets développés par le Gré sont-ils complémentaires et en adéquation avec ceux portés par notre institution? Voici donc une première salle de questionnement sur les sujets. Il y en aura d'autres, je ne me fais aucune illusion. Et s'il vous plaît, ne me répondez pas que les représentants de mon parti politique étaient présents. J'en suis déjà informé. Ces questions s'adressent bien à notre institution et quelque part sur l'avenir qui lui est réservé. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur Lejeune. Voilà, chers collègues, j'avais rédigé une question quasi similaire à la question de Muriel Freinet que je comptais mettre avec les rapports d'activité.
ne vais bien évidemment pas redire ce qui a été dit, peut-être préciser que nous sommes dans un projet de métropole triple A, métropole de la connaissance et du savoir qui augmenterait le taux d'emploi, qui accélérerait la décarbonation et qui accroîtrait l'activité. Mais ma question au Collège provincial était la suivante. La province était effectivement représentée à l'événement de lancement. Dans cette union dite sacrée de toutes les forces de Liège, quelle est la volonté et le rôle précis que la province entend jouer pour s'intégrer avec succès dans cette dynamique? Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. D'autres interventions? Non. J'invite monsieur Luc Gillard, député provincial président, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, monsieur le président. Chers collègues, madame la conseillère, vous m'interrogez concernant le renouveau de l'ASBL Groupement de redéploiement économique de la province de Liège, créé en 2004, qui vient de subir, si je puis dire, un lifting. L'objet qui a été fixé est de déterminer les orientations stratégiques communes du développement liégeois et d'identifier les grands projets structurants métropolitains, comme d'ailleurs vient de le rappeler monsieur Lejaune. Le GRE propose aux acteurs économiques, socio-culturels, associatifs et politiques liégeois de s'approprier collectivement un cap, une direction, un horizon. L'ASBL se fixe 4 objectifs: déterminer les orientations stratégiques communes du développement liégeois, identifier et coordonner les grands projets structurants et métropolitains, améliorer le référencement du territoire et mettre en valeur ses atouts. Et enfin, organiser le partage clair des rôles et des fonctions des outils publics. Pour être complet, les objectifs stratégiques sont augmenter le taux d'emploi de l'économie liégeoise productive et présentielle, accroître la notoriété, l'attractivité et la compétitivité du territoire, et enfin accélérer la transition vers une économie décarbonée. Parmi les moyens que se donne le GRE pour atteindre ces objectifs, il y a le rassemblement des différents milieux, politiques, entrepreneurial, syndical, culturel notamment, et ce afin de définir les orientations de développement socio-économique pour notre territoire. Comme vous, je constate que l'institution Province de Liège n'est pas représentée dans les différentes instances renouvelées du GRE Liège, et ce, parmi les 4 partis qui y sont représentés, c'est important de le préciser. Le groupe PS provincial n'a pas manqué de discuter de cette thématique avec ces instances. Nous avons obtenu de pouvoir être invités lorsque les thématiques abordées relèveront des compétences de la province de Liège. Je ne peux qu'encourager les autres groupes politiques représentés au GRE à entreprendre la même démarche afin que l'institution que nous représentons puisse apporter son expertise et son savoir-faire. Aussi, comme vous l'aurez certainement vu, la stratégie proposée par cette ASBL renouvelée est que tous les acteurs liégeois qui le souhaitent participent en proposant des projets, initiatives, suggestions pour atteindre les objectifs rappelés au début de cette intervention. Le directeur général, que nous avons interrogé, de la structure, me confirme que la province doit participer à cette démarche. Je vous propose donc que notre bureau rassemble les propositions cohérentes en lien avec les thématiques dont nous nous occupons, afin que notre Assemblée puisse adresser sa participation constructive au modèle. Pour conclure, je vous dirai que je me réjouis qu'une structure associative se préoccupe de l'avenir de la province de Liège, et donc et principalement de son territoire, et qu'une nouvelle dynamique soit donnée au GRE. Vous pouvez compter sur mon groupe politique et votre serviteur pour faire entendre la voix de la province, au sens institutionnel cette fois-ci, et je vous invite à en faire de même. Enfin, vous et moi savons que nous ne sommes que de passage au service de cette noble institution qu'est la province. Je ne suis pas devin et je ne sais dire qui d'entre nous sera encore dans cette assemblée au-delà de 2024. Mais soyez assurés que l'institution provinciale modernisée sera là pour le territoire du pays de Liège au cap de 2030. Je vous remercie. Merci, monsieur le député provincial président. Une réaction?
sans allonger la sauce, moi j'ai quand même deux soucis. Un, la représentativité démocratique, puisqu'il y a une part non négligeable des représentants politiques qui ne sont pas intégrés au gré et qui vont travailler sur le déploiement économique. Et ce n'est pas le mien, donc je suis là plus par souci démocratique qu'autre chose. Et deux, effectivement, la communauté germanophone qui est éminemment non présente. Donc voilà, comment est-ce qu'on va faire pour retrouver ces jeunes là-dedans? Donc voilà, là il y a un vrai souci de représentativité et de pouvoir embarquer tout le monde dans la même logique de redéploiement de la métropole liégeoise. Merci, Madame la conseillère. Autre point en urgence, le document 175, motion de solidarité avec les travailleuses et travailleurs de Deleuze. Je vous informe que j'ai été saisi d'une demande d'inscription en urgence pour ce point. Conformément à l'article 72 de notre ROI, cette demande a été soumise à l'examen du bureau du Conseil ce lundi 27 mars et celui-ci demande à notre Assemblée de se positionner sur la notion d'urgence. Le document 175 est disponible sur le portail. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et a soulevé un débat qui a adapté quelque peu cette motion et vous avez la version définitive qui a été redéposée ici maintenant. C'est par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. Sur le portail. Sur le portail. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Rafik. Merci, Monsieur le Président. D'abord, j'ai un problème sur la forme et puis je vais aborder le fond parce que donc lundi passé, lundi à 7 jours donc, j'ai envoyé au nom de tout le groupe PTB la motion, un autre texte complètement différent, je pense. Pour ainsi dire, il n'y a presque aucun mot qui est repris du document que nous avons déposé. Et puis vendredi, je reçois donc une convocation, vendredi en fin de journée, une convocation pour un bureau exceptionnel à 15h30. Hein, je travaille, donc je ne sais pas être là à 15h30. Mais soit, on est représenté par mon camarade Grégory Piron à la réunion de bureau, mais il y a quand même un problème. La façon dont on dépose un texte, et puis on arrive en bureau, on reçoit un autre texte, mais complètement différent, et on nous demande de nous positionner et de changer un texte complètement différent d'une autre. Dans la convocation qu'on a reçue vendredi, il n'y avait aucun texte autre que celui du PTB qui était dans la convocation. Donc je ne comprends pas d'où vient ce texte, qui l'a rédigé. Enfin moi je sais, hein, parce que dans les communes où le parti, où le PTB est représenté, ce texte est venu aussi, et il provient du Parti socialiste dans les communes. Soit, il n'y a pas de souci avec ça, mais je veux que sur la forme, on respecte alors le travail que nous on fournit. Enfin moi j'essaie de respecter le règlement des 5 jours francs, je dépose mon texte lundi avant. Ici, on arrive avec un texte qui descend de nulle part. Je l'ai reçu aujourd'hui, en fait, et je dois me positionner là-dessus. Enfin, ça, c'est pour la forme. Je trouve ça pas normal, et je veux quand même que ça soit dit. Alors, sur le fond, maintenant, j'ai un problème, comme Grégory l'a souligné dans le débat en bureau. Le texte qui est déposé là, en fait, il accepte, il valide déjà la décision des 128 magasins qui vont être franchisés. Et ça, nous, on ne peut pas l'accepter. Hein, donc je vais le dire clairement, la phrase « offrir si la décision de mise sous franchise des 128 magasins devait se confirmer à l'issue de ces négociations », en fait, dire ça, c'est déjà valider la décision. Les travailleurs qui se mobilisent aujourd'hui, les syndicats qui se mobilisent aujourd'hui dans les piquets, ils ne se battent pas pour que, si la décision de mise sous franchise devait se confirmer, ils se battent pour rejeter le plan des patrons de Deleuze. C'est pour ça qu'ils se battent. Et c'est pour ça que nous, on dépose une motion. C'est pour que ce plan soit rejeté. Et pas si, au cas où, la franchise serait acceptée. Je sais que la province n'a rien à dire sur une décision d'une multinationale. Et on interroge le fédéral et le régional pour intervenir. Mais on doit l'interroger pour défendre quand même des choses qui sont défendues sur le terrain. Pas pour
valider la décision du patron de l'ES. Et donc, nous, en tous les cas, le texte comme il est comme ça, avec l'alinéa qui est le deuxième alinéa du deuxième point dans les demandes, on votera pas pour. Je suis désolé, honnêtement. Et je répète, je ne suis pas d'accord avec la méthode avec laquelle on fonctionne avec les motions. On a déposé une motion, je veux que mon texte soit discuté, et pas un autre texte descendu de nulle part le lundi, une demi-heure avant le Conseil. Monsieur le chef de groupe, moi je me permettrais peut-être, avant de demander s'il y a d'autres réactions, de faire deux annotations. Vous venez de dire qu'en fait, même si la province n'a rien à dire, je pense que dans notre règlement d'ordre intérieur, il est précisé que nous pouvons prendre des motions pour des sujets à caractère provinciaux. Ce qui s'est tout simplement passé, c'est que le collège a pris la décision ce vendredi de dire « nous ferons une motion également, on est d'accord de présenter une motion et nous allons adapter cette motion ». Sachant cela, qu'on allait en discuter, j'ai volontairement convoqué une réunion de bureau à 15h30 et non pas à 16h comme on fait d'habitude quand c'est pour entériner un point, pour pouvoir justement discuter. Et ma deuxième remarque, vous n'étiez pas là. Avec les gens, je ne sais pas ce qu'ils font de leur journée, mais moi j'ai un travail. Hein, et non, mais vraiment, des fois j'ai l'impression, on pense qu'on peut, comme ça, à 15h30 débarquer. Mais non, je ne sais pas être là à 15h30. Et donc j'ai envoyé un mail pour dire que je ne sais pas être là. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, moi, je me suis arrangé quand même pour que je sois représenté, que le PTB soit représenté. Il y a eu le débat et on n'est pas d'accord de toute façon sur le fond. Par ailleurs, monsieur le Président, vraiment, je ne suis pas d'accord que le collège décide de venir avec un autre texte 2 jours avant. Moi, je veux le recevoir. Alors, s'il décide le vendredi, je veux recevoir le texte au moins vendredi pour que je puisse savoir de quoi il retourne. Et pas une heure avant le Conseil. C'est quand même un minimum, quoi. J'ai l'impression, je ne me fais pas le défenseur du collège, mais j'ai l'impression que la volonté du collège, c'était de dire, d'accord, on va réagir, pas nécessairement sur ce texte-là, hein, qui là risquait de ne pas être voté. Or, il y avait une réelle volonté de marquer le coup également. Maintenant, ceci étant, on peut examiner toutes les motions du monde, mais alors on sera peut-être beaucoup plus strict s'il y a un caractère provincial ou pas aux différentes motions. Maintenant, par rapport à ce qui s'est fait ici en commission, je suis persuadé que chaque groupe politique, quel qu'il soit, aurait pu modifier tel point d'un côté ou de l'autre, et chacun aurait amené sa motion. Ce n'est pas le but d'une motion, c'est d'essayer d'avoir un certain consensus. Donc moi ici maintenant, ce que je vous propose, conformément à ce qui a été dit ici en réunion de bureau, c'est de voter la motion telle qu'elle a été rédigée ici l'heure passée. Qui est pour la motion qui vous a été présentée? Ah, si vous, oui, forcément, oui, j'ai pas de souci, par groupe. Apaiser et rediscuter, éventuellement amender sur un point pour que tout le monde s'y retrouve. C'est une opportunité qui nous est laissée. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Si tous les groupes sont d'accord, on reportera ce point, le premier point de la prochaine réunion de ce jeudi, parce qu'exceptionnellement, nous avons 2 conseils ici dans la semaine. Donc, le point est reporté à jeudi. Les points 4 et 5 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres du bureau, à savoir le document 135 et 136, modification de la représentation provinciale au sein des ASBL, Centre local de la promotion de la santé Wiwarem, Centre culturel de Marchin et Centre culturel de Wans. Remplacement de M. Alexis Ouzio, conseiller provincial, et modification de la représentation provinciale au sein de la zone de secours 6, zone de secours DG. Remplacement de M. Alfred Haussmann, conseiller provincial. Ces documents n'ayant soulevé aucune question, c'est donc par consensus que votre bureau vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale, nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé?
Qui est pour les conclusions du Bureau en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité, le Conseil adopte les deux résolutions. Point 6 de l'ordre du jour. Document 137. Modification apportée au règlement de télétravail. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Madame Marie Monville, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Votre première commission s'est rassemblée ce 21 mars et a examiné le document 137 relatif aux modifications à apporter au règlement de travail. Un commissaire évoque que certains employés de l'administration seraient amenés à signer un document stipulant qu'ils ne peuvent réclamer aucun frais en télétravail. Il interroge donc la véracité du propos. Il lui a répondu qu'il s'agit d'une rumeur et que le délai d'attente avant la transmission de la note officielle est source de fantasmes. Il est aussi rapporté que le présent document a été présenté en concertation syndicale le matin même et que tout s'est parfaitement déroulé. Les questions soulevées concernaient les remboursements de frais de télétravail et l'équité vis-à-vis du personnel dont l'activité ne permet pas le télétravail. Les outils informatiques sont mis à disposition par l'employeur. En ce qui concerne les indemnités simples, elles sont impossibles à transposer. Le déploiement s'opère en plusieurs phases. D'abord, il y a un recensement des outils auprès des directions générales à mettre en corrélation avec les PC disponibles. Le point a été adopté par 4 voix pour et 3 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la première commission. Le groupe écolo. PTB pour. Oui, unanimité. Les points 7 à 10 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir le document 138 à 141, subsides supracommunaux 2023. Le document 141 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Alexis Ouzio, à nous en faire connaître les conclusions. Mes chers collègues, le point à l'ordre du jour est donc été à la commission octroi d'une promesse ferme pour le dossier redynamisation urbaine et de mobilité 12 de la vallée de la Vesre, partie Dizon-Centre, ayant obtenu une promesse de principe antérieurement. Un commissaire interroge, tiens, je ne me souviens pas de cette promesse de principe. Après quelques secondes de réflexion, on lui répond qu'en fait la promesse de principe date de 2017, qu'en effet le projet a tardé parce que c'est un projet énorme de redynamisation urbaine, de réaménagement de bâtiments en ruine et de ruines aussi industrielles et de bâtiments abandonnés, le tout dans l'intégration globale de paysages et la création de parkings. Raison pour laquelle ce dossier a duré un peu plus de temps que prévu, raison pour laquelle notre promesse de principe de 2017 est concrétisée par le vote qui va suivre. Merci. Merci, Monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 4 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 4 résolutions. Les points 11 à 15 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir documents 142 à 146, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la Fondation Province de Liège pour l'art et la culture et les ASBL Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Société Royale d'encouragement à l'art wallon, Académie de musique Grétry et Centre wallon d'art contemporain de la communauté française, la Châtaigneraie. Exercice 2021, prévision 2022. Ces 5 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 6 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour... Non, c'est un vote. Rapport d'évaluation, on vote le rapport d'évaluation.
Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 5 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 5 résolutions. Les points 16 à 20 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir le document 147 à 151, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL, stage de danse, centre culturel de Verviers, les une fois d'un soir, compagnie ad hoc et Madame Brune-Bazin. Ces 5 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 5 voix pour et 3 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 5 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 5 résolutions. Point 21 de l'ordre du jour, le document 152. Budget provincial 2023, première série de modifications. Ce document a été soumis à l'examen de la 2e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Madame Sabine Landrin, à nous en faire connaître les conclusions. Le rapport de la 2e commission du 23 mars 2023, le document 22-23/152 intitulé Budget provincial 2023, la première série de modifications. Après une présentation fort complète par le directeur financier provincial de la première série de modifications du budget, une série de questions a été posée, à savoir, où en est-on avec le cliquet? Le directeur financier provincial explique d'abord que c'est le directeur général en charge des infrastructures qui le gère, qui en a la compétence. Cependant, il peut en expliquer les différents principes. C'est un mécanisme assez complexe et qui ne relève pas vraiment de nos métiers à la province et qui est en lien direct avec l'évolution du marché particulièrement fluctuant et instable des énergies. Nous ne sommes pas des traders. L'idéal serait de l'externaliser. Cependant, en 2022, le clic a été utilisé plusieurs fois et nous pouvons dire qu'il a été en notre faveur. En 2023, comme les prix ont fortement chuté, le résultat est moins avantageux. C'est pourquoi il faut se faire aider par des spécialistes pour les années futures. Le clic est resté figé jusque fin 2024. Le déclic est toujours possible, mais il faut savoir qu'il faut alors dédommager le fournisseur. Le département des infrastructures en charge de ce système devra faire preuve de pédagogie à travers la plateforme pour aider et informer au mieux les différents partenaires adhérents au marché énergie. La 2e question, l'augmentation budgétaire au niveau du fonctionnement des bâtiments est-il due au cliquet? Il est répondu que c'est surtout dû à l'ouverture du B3. Il y a des frais de fonctionnement comme l'énergie, le nettoyage et les frais de gardiennage de certains sites. Il faut noter que le marché du gardiennage a fortement augmenté au vu des différents index de 2023. La 3e question porte sur l'indexation salariale. Est-ce qu'elle suit bien ce qui a été prévu par le Bureau du Plan? Il est répondu qu'on se base toujours sur l'avis du Bureau du Plan. On a donc prévu pour l'instant une seule indexation pour cette année. 4e question, au niveau des rencontres jeunes publics, il y a une ligne supplémentaire au niveau du fonctionnement administratif. De quoi s'agit-il? En recettes, ce n'est pas un subside, mais l'augmentation des recettes de prestations. En dépenses, il y a eu la désignation d'un régisseur principal pour faire face aussi aux frais supplémentaires de la location de chapiteaux, de climatiseurs, etc. La question suivante, pourquoi y a-t-il l'ajout de 200 000 € pour le plan Rénowatt? Les performances énergétiques ont été plus importantes que prévues. Dès lors, dans l'accord avec Luminus, il est prévu de rétrocéder une partie des gains générés, donc le bonus, ceci pour les 4 dernières années. 6e question, au budget extraordinaire, à la ligne culture et loisirs, il y a une augmentation de 840 000 €. À quoi cela correspond-il? Cela concerne le B3. Le terrain de la voirie et la rampe d'accès n'appartiennent pas à la province. Or, il a fallu faire des travaux d'accessibilité au bâtiment provincial.
C'est donc la somme qu'il a fallu payer au propriétaire du sous-sol pour les travaux effectués. C'est la raison pour laquelle c'est une dépense de transfert. La 7e question, pourquoi y a-t-il certaines lignes budgétaires qui sont surlignées ou grisées? Il s'agit de mettre en évidence les changements de la modification budgétaire. 8e question, pourquoi le crédit de 750 000 € dédié au Bois Saint-Jean a-t-il été supprimé? La société de gestion du Bois Saint-Jean étant dissoute, la convention qui la lie avec la province est donc caduque et donc ne lie plus la province de Liège. Dernière question, les taux d'intérêt à court terme ont fortement augmenté. Qu'a fait la province avec sa trésorerie? Le directeur financier provincial explique avoir placé plus ou moins 100 millions d'euros au vu des disponibilités budgétaires du début d'année liées à la perception des capis en novembre et décembre et des taux créditeurs positifs. Il s'agit d'une obligation légale confiée au directeur financier provincial. C'est donc un montant de 200 000 € qui a déjà été perçu et un montant de plus ou moins 600 000 € qui est encore estimé. Le pic inversé de la trésorerie, soit le point le plus bas, est habituellement situé en juillet-août, avant le début de la perception, à septembre-octobre jusqu'en décembre. Alors, le point a été voté par 6 voix pour, 0 contre et 3 abstentions. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 2e commission. Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe PTB, le groupe Désengagés, qui s'abstient, le groupe Écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 22 à 27 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 2e commission, à savoir les documents 153 à 158, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL, Centre d'entraînement et de formation de haut niveau en football de la région wallonne, le CREF, la Maison des sports de la province de Liège, le Centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère de Liège, le CRIPEL, Centre de réadaptation au travail, le CRT, Aide familiale Liège-Ouy-Warem et l'association Forum européen pour la sécurité urbaine, les FUS, exercice 2021, prévision 2022. Ces 6 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 1 abstention que votre 2e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 2e commission en ce qui concerne ces 6 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 6 résolutions. Le document 159, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de l'ASBL Vélo Club Cité Gemep, 48e édition du Grand Prix du Vélo Cité Gemep, le 24 septembre 2023 à Gemep-sur-Meuse. Ce document a été soumis à l'examen de la 2e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 1 abstention que votre 2e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 2e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 29 de l'ordre du jour. Le document 160. Marché public de fourniture, mode de passation et conditions de marché relatifs à l'acquisition et ou la location de photocopieurs, multifonctions et contrats d'entretien y associés pour les besoins de la province de Liège et des adhérents à la centrale d'achat pour une période de 4 ans. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Marc Delray, à nous en faire connaître les conclusions. La parole, Monsieur le conseiller. Merci, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers. Dans le cadre de l'examen de ce point, un conseiller s'est interrogé sur le sens exact à donner au montant mentionné dans le document où il est question d'une part d'un marché de fourniture estimé à 804 650 € TVA comprise
et d'autre part d'une valeur maximale de commande estimée à 9 900 000 € hors TVA. Il lui est répondu que le premier montant correspond aux besoins de la province, tandis que le second correspond au montant total provisionné pour l'ensemble des utilisateurs de la centrale d'achat. Un autre conseiller fait remarquer que le rapport du Collège provincial au Conseil provincial mentionne un cahier spécial des charges établi en matière de marché public, mais que ce document n'apparaît pas dans les annexes accessibles aux membres de la commission. Il lui est répondu que le dit document sera envoyé par courriel. Lors du vote intervenu ensuite, je crois bien que ça a été adopté à l'unanimité. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Conseil provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 3e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 30 de l'ordre du jour. Le document 161, adhésion à la centrale d'achat du Forum relatif à la fourniture et la maintenance de la solution digitale signage Flow Air et ou de la solution de gestion de flux et des files d'attente Q-Better existante, l'acquisition de nouveaux matériels et logiciels des différents catalogues ainsi que les services de consultance y afférents. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre 3e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 3e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 31 de l'ordre du jour. Le document 162, octroi de subventions en matière d'agriculture, demande de soutien de l'ASBL Radio-Télévision Culture dans le cadre de l'émission Radéville Radéchamps, année 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 11 voix pour et 1 abstention que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Points 32 et 33 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission, à savoir documents 163 et 164, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL Centre provincial liégeois de la promotion et de gestion en agriculture, le CPL Promogest, et le Centre provincial liégeois de production végétale et maraîchère, le CPL VGMAR, exercice 2021, prévision 2022. Ces 2 documents, n'ayant soulevé aucune question, c'est par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur Lejeune. Voilà, chers collègues, j'aurais voulu poser 2 questions au collège. La première, de savoir s'il existait un document de planification financière qui reprenne les grands équilibres financiers sur les plusieurs années, les quelques années qui viennent. J'ai entendu, mais bon, j'espère que c'est tout à fait infondé, qu'il y aurait des difficultés financières. Et la deuxième question, dans le cadre du rôle essentiel et tout à fait positif que joue cette ASBL, de mettre en commerce des producteurs de produits locaux avec la grande distribution, mettre le focus sur les produits locaux est bien évidemment stratégique à l'heure de la démondialisation, de la décarbonation. Produire localement et durablement est une évidence aujourd'hui. J'avais donc dans ce cadre-là une seconde question. C'était de savoir s'il existait dans cette ASBL des perspectives de diversification par rapport à l'offre actuelle de produits régionaux pour l'étendre à des produits non régionaux mais qui subissent en région une amélioration. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, monsieur le conseiller. Je vous propose, comme nous avons conseil jeudi, que la réponse vous soit donnée jeudi à vos 2 questions. Nous reporterons le vote, bien entendu, à jeudi. Qui est pour les conclusions de la 4e commission pour le document 164.
le document 163. Qui est pour les conclusions du 164? Ok, unanimité. Le 163, les réponses seront apportées et le vote sera apporté jeudi. Les points 34 à 39 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission, à savoir documents 165 à 170, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL contrat de rivière Meuse-Aval et Affluent, le CRMA, contrat de rivière pour l'Amblève, contrat de rivière de l'Ourthe, contrat de rivière d'Ilgette, contrat de rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre, contrat de rivière Moselle, exercice 2021, prévision 2022. Ces 6 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale, nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Voilà. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité, le Conseil adopte les 5 conclusions. 6 documents, pardon. Point 40 de l'ordre du jour, le document 171, emprunt de couverture des dépenses extraordinaires de 2023, 2e série. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe ML, le groupe des engagés, qui est contre, qui s'abstient, le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 41 de l'ordre du jour. Le document 172, mise à disposition de la commune d'Awan d'un fonctionnaire provincial chargé de la poursuite des infractions administratives classiques, la loi SAC, des infractions environnementales et des infractions de voirie. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés. Qui est contre? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 42 de l'ordre du jour. Document 173, participation provinciale, ISOCEL, apport en nature complémentaire. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Vinciane Soin, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, donc, concernant les participations provinciales ISOCEL, apport en nature complémentaire, document 22-23-173, le commissaire demande si ça va modifier la composition du conseil d'administration et s'il y aura des administrateurs provinciaux. Il lui a répondu que ce point est relatif au montage en nature et à la réflexion sur la dissolution des parts. C'est un préalable technique indispensable. La discussion relative au conseil d'administration suivra. Le point a été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions. Merci, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Nous allons maintenant passer au point relatif au rapport d'activité. Point 43 de l'ordre du jour, le rapport d'activité 2022 concernant la culture. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Catherine Lacombe, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la première commission s'est réunie ce mardi 21 mars et a pris connaissance du document 22-23 RA01, donc rapport d'activité consacré à la culture.
Le rapport d'activité a fait l'objet d'une présentation synthétique par l'administration. On y apprend notamment que la culture occupe 302 agents sur 6 sites. Une visite du B3 est par ailleurs prévue en avril. Un commissaire souhaite des précisions sur les dossiers rejetés. Donc 19 dossiers ont fait l'objet d'un refus de subvention sur plusieurs milliers de dossiers présentés. L'administration précise que tous les dossiers sont proposés au collège et que 99% des dossiers sont acceptés. Une commissaire s'informe de l'état d'esprit du personnel installé depuis peu dans ces nouveaux locaux. L'administration répond que les agents doivent apprendre à vivre en open space, mais que les retours sont positifs. L'ouverture au public est prévue le 24 juin. Il est demandé ce que signifie la mention « dossier passé en approbation ». Cela signifie que la décision est prise après la manifestation et les retards peuvent éventuellement être imputables à l'administration. Un commissaire demande si le nombre d'inscrits à la bibliothèque est bien redevenu comparable à celui de 2019. L'administration le confirme et ajoute qu'il y a eu un rush en fin d'année quand le public a su que la bibliothèque allait fermer. Il est demandé si les bugs de la plateforme MaBibli sont résolus. Il n'y a plus de retour négatif, donc l'essentiel des problèmes est résolu. Un commissaire souhaite savoir si l'ambition est d'atteindre 100% de participation au réseau. De nouvelles communes vont l'intégrer, les réticences tendent à disparaître, mais les 100% ne sont pas à l'ordre du jour. En conclusion, plusieurs commissaires constatent et apprécient la clarté des rapports d'activité et la transparence accrue. Merci pour votre attention. Merci Madame la conseillère provinciale. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants qui souhaitent intervenir sur ce rapport. Si personne ne souhaite intervenir sur le rapport relatif à la culture, je vous propose d'acter que le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2022 concernant la culture. Point 44 de l'ordre du jour, le document RA-02, rapport d'activité 2022 concernant les fonds européens. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune question. Votre première commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants. Y a-t-il des interventions à ce sujet? Pas d'intervention. Je clôt donc la discussion générale. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2022 concernant les fonds européens. Point 45 de l'ordre du jour, le document RA-03, rapport d'activité 2022 concernant les relations avec les territoires, les villes et les communes. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Rafik Rassa, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Alors, votre première commission s'est donc réunie ce mardi, a débattu du rapport d'activité 2023 RA03 consacré à la supracommunalité. Un commissaire s'interroge sur l'étude de l'ASPI évoquée dans le rapport d'activité et qui concerne un audit de l'état des différentes casernes dans toutes les zones de la province. Le commissaire rapporte l'information parue dans la presse selon laquelle ce serait sur la base de cette étude que la rénovation, voire la reconstruction de la caserne Ronçonnet serait prévue. Il demande s'il est possible de recevoir l'étude en question et si les travaux annoncés sont confirmés et à quelle échéance. Le directeur répond que les conclusions de l'étude ne sont pas encore finalisées et qu'elle ne peut donc pas être pour l'instant transmise. Elle le sera lorsqu'elle sera finalisée. Un débat s'ensuit sur le mode de décision dans les conseils de zone. La conclusion parue dans la presse précise surtout qu'il y a besoin de maintenir une présence dans le centre-ville et que le lieu de la caserne Ronçonnet semble être le seul disponible. D'où le besoin de le rénover et de le moderniser. Plusieurs reconstructions sont aujourd'hui en cours, Bâtisse et Anu. Le député président prend également la parole pour évoquer la pointe Kurt avec le futur P+R en construction et le site de l'ancien Intermosane convoité un certain temps. Le président de la commission conclut par une métaphore. Les travaux rue Ronçonnet sont un roman en plusieurs volumes.
Les volontés opérationnelles sont là, mais il reste encore des nœuds à dénouer. Enfin, un autre commissaire évoque la dotation régionale pour les inondations et demande si on a dépensé la totalité. Il est répondu que l'enveloppe est entièrement consommée avec les reliquats de 21. Voilà, il n'y a pas eu de vote. Je vous remercie. Merci, monsieur le chef de groupe. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants. Oui, monsieur Ernst. D'autres interventions? Rafik? D'autres? Serge? Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, bonjour. Alors, j'ai une première question concernant la maison du cyclisme qui devrait ouvrir ses portes très prochainement, après avoir pris du retard considérablement au niveau de l'objectif initial qui était 2015. Son inauguration est annoncée par ses promoteurs pour la Tour de France 2023. Ce projet est porté par la commune d'Ewaï avec le concours de la province de Liège. En effet, la province a mis la main au portefeuille à la demande de la commune pour apporter une partie du financement. Aujourd'hui, à quelques mois du lancement de cette attraction, il est utile de revenir sur les précisions et les détails de l'apport provincial autour de quelques questions. Sur quel fondement et à quel titre la province est-elle intervenue? Quelles sont les décisions de principe d'octroi liées? Quelle forme a pris le soutien provincial? Sur quoi porte-t-il? Concrètement, qu'est-ce que la province a financé et quels sont les travaux qui ont été pris en compte? Quelles sont les sommes engagées? Des montants ont-ils déjà été libérés? Que recouvrent concrètement les remboursements opérés s'il en a déjà eu? Ce projet a-t-il fait l'objet d'un suivi particulier des services provinciaux? Si oui, lequel? Sinon, pourquoi? Si des montants doivent encore être décaissés, quand et comment seront-ils faits? Alors, j'ai une deuxième question concernant les camps de mouvement de jeunesse. Je me permets de vous interpeller sur la pénurie d'endroits de camps que subissent nos jeunes et leurs organisations de jeunesse. Ce sont plus de 17 000 jeunes qui pourraient être privés de camp cette année à défaut de trouver un lieu d'hébergement. Certes, cette pénurie n'est pas nouvelle, mais le changement des rythmes scolaires dans l'enseignement obligatoire l'a renforcée en augmentant l'inadéquation entre l'offre et la demande de lieux d'hébergement. Ce changement contraint en effet les différentes unités scouts, guides ou encore patros à concentrer les camps sur des dernières quinzaines de juillet. Le changement de rythme scolaire dans l'enseignement supérieur proposé par la ministre compétente, pourrait par ailleurs encore aggraver la situation. Face à cette situation de crise, 5 organisations de jeunesse, les scouts, les fédérations nationales des patros, les guides, les Faucons Rouges, les scouts et guides pluralistes de Belgique ont lancé un appel à l'aide en février dernier. Ces organisations cherchent encore environ 450 lieux de camp pour leurs membres. C'est pourquoi je souhaite vous poser plusieurs questions. Comptez-vous prendre des mesures pour proposer des lieux de camp supplémentaires pour répondre à cette crise? Est-ce que la province va mobiliser des moyens structurels pour créer de nouveaux lieux de camp? Avez-vous des contacts avec des agriculteurs ou des propriétaires de bâtiments répondant aux besoins des mouvements de jeunesse pour les inciter à mobiliser ces lieux en faveur des organisations de jeunesse? Je me permets d'insister sur la nécessité d'agir. Ces camps sont des moments exceptionnels, autant pour les jeunes que pour les animateurs. Ils sont formateurs et émancipateurs pour eux. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Rafik? Merci, Monsieur le Président. Donc, le 7 mars dernier, les pompiers manifestaient à Bruxelles pour exprimer leur colère face au manque d'investissement reçu par la sécurité civile. Ils étaient mobilisés pour défendre un âge de départ à la pension à 60 ans, de meilleures conditions de travail avec plus de moyens et plus de personnel. En province de Liège, on vient de l'évoquer en commission, dans le rapport, une étude a été commandée à l'ASPI pour auditer l'état des différentes casernes qui composent les 6 zones de secours du territoire. Étudier prend du temps, certes, mais ici, plusieurs casernes commencent à s'impatienter. Et on peut le comprendre lorsqu'on voit l'état de vétusté déplorable de certaines d'entre elles, celle de Hamoire par exemple, mais aussi celle de Liège, rue Rançonnet, connue pour être remplie d'amiante. Un projet de nouvelle caserne attend l'attribution de son permis à Verviers, tandis que la nouvelle caserne du plateau va être inaugurée en mai à Herve. En SB, il y a 2 nouvelles casernes qui sont sur les rails à Warem et à Nu. Le rapport d'activité mentionne l'étude de l'ASPI
mais également un inventaire réalisé par la Direction générale des infrastructures et du développement durable sur l'état de santé des bâtiments, et ce dans le but d'objectiver les besoins d'investissement en infrastructure des eaux. Je cite le rapport. Le débat en commission a mis en exergue la difficulté de trancher les questions d'investissement dans les conseils d'administration des zones concernées. Mais je voudrais surtout entendre le collège, maintenant qu'il est représenté dans toutes les zones, sur l'urgence de la situation dans certaines casernes et le besoin d'investissement. Quels autres financements européens, fédéraux, régionaux peuvent être recherchés pour accélérer le lancement des chantiers? Je vous remercie pour vos réponses. Merci. Plus d'interventions? Si plus personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Monsieur Luc Gillard, député provincial président, répondra à cette intervention ce jeudi. Point 46 de l'ordre du jour, le document RA-04, rapport d'activité 2022 concernant les relations internationales et institutionnelles. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Madame Virginie Defranc-Firquet, à nous en faire connaître les conclusions. Monsieur le Président, Madame le gouverneur faisant fonction, Monsieur le député président, Mesdames et Messieurs les députés provinciaux, chers collègues, votre première commission s'est penchée ce mardi 21 mars sur le rapport d'activité 2022 relatif aux relations internationales et institutionnelles portant le numéro 2223 RA04. Suite à la présentation qui nous est faite par l'administration, un membre sollicite une précision au sujet de la notion d'artiste et astronaute liégeois en tant qu'ambassadeur. Est-ce qu'ils sont liégeois en sens de Liège-Ville ou au sens de province de Liège? Il lui est répondu que c'est évidemment de la province qu'ils sont les ambassadeurs. Ce même membre évoque son souhait de disposer d'une carte géographique qui illustre les régions avec lesquelles le département des relations internationales et la province travaillent. Il remarque ensuite que la province participe à Europe Direct. Il demande dans ce cadre de promotion de l'Europe que la province examine la possibilité de rejoindre également le groupe européen Eurocities. Il a déjà interpellé le collège provincial au Conseil à ce sujet dans le cadre du soutien apporté à l'Ukraine. Eurocities permet en effet d'agir dans toute une série de domaines, dont l'aide aux réfugiés. Est-ce que cette demande d'adhésion pourrait être analysée à nouveau par le département, demande-t-il. Il y a un intérêt pour l'Europe, pour les relations internationales que la province développe et pour la collaboration en général. Il insiste donc pour que sa proposition soit à nouveau explorée. Le député président lui répond qu'il s'agit d'abord pour l'administration d'analyser ce que veut dire Eurocities, de rédiger ensuite un rapport circonstancié à l'attention du collège qui appréciera l'opportunité et l'intérêt d'y adhérer ou non. Si une dynamique intéressante se dégage, on pourra évidemment revenir sur le sujet, le député président n'étant jamais contraire à une bonne suggestion. Le membre continue sur sa lancée et fait remarquer que parmi les subsides prévus, il y a celui attribué à la confrérie des Blancs-Moussis de Stavlo, qui justement a intronisé le week-end dernier le député président comme chevalier. Est-ce une coïncidence, demande-t-il. Le député président rappelle qu'il ne faut surtout pas confondre la confrérie des Blancs-Moussis, responsable du cortège, de l'organisation du carnaval et des festivités, alors que les chevaliers, eux, sont plutôt les amis du folklore stavlotin, donc les amis du cadre de Liège. Dernière question, pourquoi les subsides Belgomania pour les francopholies de Spa au comité de jumelage Verviers-Arles relèvent-ils de ce département des relations extérieures? Pourquoi ne le sont-ils pas plutôt dans le département de la culture? Le député président répond que c'est pour des raisons historiques que les grands événements sont repris ici. On tend vers plus de simplicité dans beaucoup de choses, mais il reste quelques relations que l'on entretient et que l'on maintient et qui font que c'est toujours géré par le département des relations extérieures. Le membre conclut qu'il serait bon de remettre toutes ces choses dans la bonne case pour les rendre plus lisibles, à savoir dans la culture. Le député président dit que tout est bien identifié, mis en lumière, que rien n'est perdu dans des articles fourre-tout, c'est également une bonne chose. Un autre membre souligne enfin que le rapport qui nous est présenté présente au début du document la structure du personnel du département. Dans chaque rapport, ce serait bien qu'elle y soit. Le député président adhère à cette proposition. C'est ainsi que s'achèvent nos longs débats et discussions sur le rapport relatif aux relations internationales. Merci pour votre attention. Merci, Madame la conseillère provinciale. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants. Pas d'intervention?
Si personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2022 concernant les relations internationales et institutionnelles. Le point 47 de l'ordre du jour, le document RA13, rapport d'activité 2022 concernant l'administration. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Marc Maneri, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, en votre titre et qualité, merci beaucoup, Madame de Fronvirke, pour le résumé très exhaustif et juste, je trouve, que vous avez fait de nos travaux. Donc, ce mardi 21 mars, votre première commission s'est réunie au Palais afin d'aborder la partie relative au personnel du rapport d'administration. C'est le rapport numéro 13. Le rapport est présenté par Thomas Bols, directeur général des services transversaux. Parmi les grands dossiers, mais de manière non exhaustive qu'il aborde, je citerai la politique de lutte contre l'absentéisme, la généralisation du télétravail, ainsi que la formation de conseillers en prévention de niveau 2. Ensuite, un commissaire intervient sur 3 aspects. Tout d'abord, la réintégration du personnel absent de longue durée. Deuxièmement, le personnel en situation de handicap. Nous sommes, il faut le savoir, à 3 fois la norme minimale parmi le personnel provincial. Et 3, sur le personnel de cuisine. Le commissaire présente des initiatives valorisantes à laquelle la province pourra adhérer. Il est ici question de concours culinaires, par exemple. Le directeur général des services transversaux répond tout d'abord sur l'absentéisme. 300 agents, managers, ont été formés sur la gestion de cet absentéisme. Ils se sont focalisés sur l'aspect préventif et aussi favorisant la réintégration du personnel. Cependant, il est trop tôt pour voir de manière chiffrée si les politiques et les formations menées portent leurs fruits sur l'absentéisme. Concernant le personnel en situation de handicap, il est vrai que la province en tant qu'employeur est plutôt un exemple en la matière, et le directeur le confirme. Enfin, sur les concours culinaires, le directeur prend bonne note des suggestions du commissaire. Enfin, un commissaire interroge sur les actions en termes de lutte contre le harcèlement au travail. Le directeur répond que tout fait plus grave, comme le harcèlement, fait l'objet d'une procédure bien spécifique et cadrée. Cette procédure tente d'objectiver les situations, notamment avec l'aide d'un partenaire extérieur, à savoir Mensura. Ainsi s'achève la prise de connaissance de la partie relative au personnel du rapport administration par la première commission. Merci. Merci, Monsieur le conseiller provincial. La partie de ce rapport d'activité relative au budget a été présentée en 2e commission où elle n'a soulevé aucune question. Les parties de ce document relatifs aux affaires générales, aux finances et aux marchés, au centre d'impression, au centre de traitement du linge, au pôle de publication, au service des archives et à la traduction, ont quant à elles été présentées en 5e commission et ont soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Marie-Christine Chêne, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Donc, ce 22 mars, votre 5e commission s'est réunie à discuter le document RA13, rapport d'activité sur l'administration. Un conseiller demande si c'est possible pour l'administration de faire des rapports d'activité sur 5 années antérieures, les chiffres de 2021, année Covid, étant très difficilement comparables, afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble. La réponse fera remonter la demande vers l'administration. Concernant le centre de traitement de linge et la création d'un stock de vêtements de travail au sein de la blanchisserie, conseiller s'interroge sur le risque et l'évolution d'un stock de vêtements de travail croissant. La réponse, chaque agent essayera les vêtements et ne sera stocké que ce qui sera nécessaire pour sa fonction. Merci, Madame la conseillère. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants. Oui, Sandrina. D'autres interventions? Tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la gouverneure faisant fonction, Monsieur le directeur général, chers collègues, lors de la commission 2 de ce jeudi dernier, j'ai demandé un point de situation au sujet des cliquets effectués au niveau des contrats énergétiques. Il nous a été expliqué que maintenant cela dépendait du service des infrastructures. Malgré tout, nous avons reçu un résumé de la situation du directeur financier, comme l'a très bien rapporté Madame Nandrin.
Je pense qu'il est important que des explications complètes remontent en conseil provincial, vu le nombre de communes, d'ASBL et d'intercommunales tributaires de ce cliquet pour leurs finances, comptes et budget. Pourrait-on avoir un historique, un point de situation complet et ce qui est prévu dans le futur? Le déclic potentiel va-t-il être concerté avec les bénéficiaires? Quelles communications reçoivent-ils à ce sujet? Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. D'autres interventions? Si vous n'avez pas d'autres interventions, je clôt la discussion générale. Monsieur Luc Gillard, député provincial président, répondra à cette intervention ce jeudi. Point 48 de l'ordre du jour, le document R-05, rapport d'activité 2022 concernant la communication. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Moustapha Bakchi, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Président. Madame la gouverneure faisant fonction, Monsieur le directeur général faisant fonction, chers collègues, notre deuxième commission s'est réunie ce jeudi 23 mars 2023 afin d'analyser le document 22-23 RA05. Suite à l'exposé du rapport d'activité du service communication, que je félicite d'ailleurs pour la qualité du travail et l'exposé, plusieurs questions ont été posées. Une conseillère demande des explications sur l'organisation du personnel du service, sur les tâches des personnes qui vont intégrer également le service. Donc la réponse, le service de la communication répond que sur les agents du service de communication, 3 agents sur 4 restent en fonction, une personne reste à définir. Le personnel affecté via les autres services vont évidemment garder leurs tâches tout en intégrant la cellule de communication afin de garantir une cohésion en termes de travail de communication. La même conseillère demande si nous avons un abonnement Twitter. Non, répond le service de communication, car il n'y a pas besoin d'acheter un abonnement pour Twitter. La même conseillère demande si nous avons un compte TikTok, comme discuté il y a 2 ans. Non, répond le service de la communication, car cet outil est compliqué à gérer pour nous. La même conseillère demande si toutes les pages de Facebook de la province sont gérées par le service de la communication ou si elles sont toujours gérées par chaque service. Oui, c'est le service de la communication qui gère toutes les pages afin d'être cohérent. Un commissaire demande si nous développons une page Instagram. Oui, répond le service de communication. Et l'objectif est de créer des Reels, c'est comme ça qu'on dit, afin d'accrocher un maximum d'abonnés. La même conseillère demande si la publicité apparaît sur Instagram. Non, répond le service de la communication, mais bien sur Facebook. Merci. Merci, monsieur le conseiller. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants qui souhaitent intervenir. Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2022 concernant la communication. Point 49 de l'ordre du jour, rapport d'activité 2022 concernant la santé et les affaires sociales. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Sandrina Gaillard, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le rapport La santé et les affaires sociales nous a très bien été présenté ce jeudi 23 mars par Monsieur le directeur Thomas Rolland. La présentation a donné lieu à des questions. Une commissaire demande, par rapport au service des interventions financières à caractère social, des précisions sur la prime de 54 €. Il lui a expliqué que la prime est soit pour les frais d'abonnement téléphonique, soit l'affiliation à une centrale téléphonique, mais que ces primes sont cumulables. Est-ce cette prime qui est supprimée en 2023? Oui. Dans le chapitre Les ASBL, elle demande une explication par rapport au nouveau plan wallon. La province a répondu à un appel de la région wallonne et a reçu un agrément qui va donner droit à un subside de 100 000 € pendant 5 ans dans la prévention des événements festifs. Le CLPS de Liège va réunir les autres CLPS dès que possible, afin d'enclencher le processus. Un autre commissaire demande s'il y a un monitoring de la base de données ALICE. Il lui est répondu que oui, mais qu'un agent a été absent et donc des retards ont pu être observés. Il y a plus ou moins 2300 ASBL listés. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants. Oui. Madame Crane, Madame Chêne, Sandrina. D'autres interventions? Vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vais vous donner quelques réflexions autour du tableau de bord de la santé en province de Liège. L'année 2022 a donc vu une nouvelle édition du tableau de bord. Ce document indispensable est un guide pour tous les acteurs qui s'intéressent à la santé et la population. Cercle de médecins généralistes, professionnels de la santé et de l'action sociale, politique, mouvements associatifs, groupements citoyens, etc. Il est donc aussi pour le département de la santé et des affaires sociales de la province. Sans prétendre être exhaustive, j'ai relevé quelques faits marquants qui pourraient induire de nouvelles actions en termes de prévention. Mon premier point, il y a presque autant de cancers de prostate chez les hommes que de cancers du sein chez les femmes. 25%. C'est un quart de tous les cancers chez les femmes et 21% chez les hommes. Alors que la province fait un bon travail avec la main mobile modernisée et un nouveau mammographe pour le dépistage de cancer des seins, il n'existe pas de sensibilisation pour le dépistage de cancer de la prostate chez les hommes. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait comparable, le dépistage faisant appel uniquement au doigté expert d'un médecin généraliste et surtout de l'accord du patient. Et c'est là, je pense, que réside un vrai tabou. La fondation Movember sensibilise depuis des années sur la question de la santé masculine et pourrait être un partenaire pour des actions provinciales de sensibilisation plus larges. Mon deuxième point, c'est un élément frappant, c'est le taux de suicide qui monte en flèche chez les hommes après 70 ans, alors que chez les femmes, cela reste plus ou moins stable à tout âge. Le taux de suicide est généralement plus élevé chez les hommes que chez les femmes, mais quels sont les facteurs de risque propres aux hommes de plus de 70 ans? Le tableau de bord ne donne pas la réponse, mais il serait peut-être utile de concerter avec le milieu universitaire et médical une étude sur le sujet. En 2022, la province a dispensé 3 modules de sensibilisation et de prévention dans 2 hautes écoles et une école de promotion sociale. Pourrait-il aussi organiser une action spécifique vers les aînés en 2023? Et finalement, je ne connais pas d'initiative de la province pour sensibiliser concrètement sur le diabète, surtout chez les gens en précarité. La prévalence du diabète est presque 2 fois plus élevée chez les personnes ayant le statut BIM. Est-ce que le CAS n'a pas un rôle à jouer là-dedans? Il s'agit souvent des personnes malades, mais qui s'ignorent et qui ne sont donc pas soignées. Voici quelques réflexions et propositions issues de ce tableau de bord. Une question d'ordre plus général pour conclure. Comment les services de la province envisagent l'étude et l'assimilation des résultats de ce guide de la santé? Merci pour votre attention. Merci, Madame la conseillère. Madame Chêne. Monsieur le Président, chers collègues, promouvoir des applications anti-harcèlement. Fin 2022, la ville de Liège s'est dotée d'une application destinée aux victimes, mais également aux témoins de violences sexistes et sexuelles. Appel, c'est le nom de cette application solidaire déjà utilisée dans une trentaine de pays et qui permet d'alerter des proches et ou la police en cas d'agression. A donc débarqué en province de Liège après plusieurs interpellations de terrain, associatifs, mais aussi des élus du PTB au Conseil communal de Liège. Un premier bilan de l'usage de l'application, notamment dans le milieu estudiantin, est attendu après la Saint-Oré. On peut lire
dans le rapport d'activité Santé et Affaires sociales qu'en 2022, les équipes d'Open-Ando ont mené des activités d'harcèlement dans 22 écoles et 5 services. Les équipes du pôle citoyen Égalité des chances ont elles aussi investi le champ des violences faites aux femmes à travers l'organisation de 3 représentations de la pièce de théâtre Un fait divers. Ma question porte donc sur la possibilité de l'intérêt que trouveraient ces équipes à promouvoir l'usage de cette application pour sensibiliser, agir et faire reculer les violences faites aux femmes. Une autre application existe également et elle est susceptible d'intérêt pour sensibiliser et prévenir le harcèlement de rue. D'avance, merci pour vos réponses. Merci, Madame la conseillère. Madame Gaillard. Il fallait quand même que je pose une petite question sur ce social. Vu l'utilisation encore élevée de l'intervention financière à caractère social pour les frais d'abonnement téléphonique et l'affiliation à une centrale téléphonique de télévigilance, il y a eu 2278 primes attribuées en 2022 pour un total de plus ou moins 120 000 €. Et vu la situation économique actuelle difficile, ne pourrait-on pas revenir sur la décision de la supprimer en 2023 ? Une aide, même substantielle, pouvant aider les citoyens et citoyennes ne serait pas de trop. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. D'autres interventions ? Pas d'autres interventions. Si plus personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Le Conseil prend la députée Cathy Firquet, vice-présidente, répondra à ces questions ce jeudi. Point 50 de l'ordre du jour, le document RA-07, rapport d'activité 2022 concernant les sports. Ce document a été soumis à l'examen de la 2e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Madame Anne Tans de Bruges, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Suite à la présentation du rapport d'activité 2022 concernant les sports, le document 22-23 a suscité plusieurs questions lors de la 2e commission de ce jeudi 23 mars. Un conseiller a fait remarquer que l'organigramme complet manque au dossier. Il sera donc transmis au service du Conseil. L'agent qui assure le support sportif et la communication part-il au service communication? Non, parce qu'il est important qu'il y ait un retour entre le service et la communication. Par ailleurs, cet agent a aussi d'autres missions au sein du SSPL. Quel est le nombre d'agents partis du service des sports vers la communication générale? Il est de 5. Quand seront terminés les travaux des paddles de Oui? La couverture des terrains des paddles ayant dû faire l'objet d'une adaptation technique, les travaux devraient être réalisés dans le dernier trimestre 2023, et ce, afin de ne pas perturber la saison estivale. Ensuite, quel est l'avenir du CREF? Il y a un accord de principe qui repose à l'heure actuelle en 2 points. Partant du fait que la SBL CREF est en cours de dissolution, l'objectif de la province est de conserver la gestion sportive du site, tandis que la partie hébergement serait cédée à Blénimine. Néanmoins, il reste à s'accorder sur tous les éléments de détail de la convention à envisager pour aboutir. Merci. Merci, Madame la secrétaire. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants. Sandrina, d'autres personnes? Tu as la parole. Merci. Vu la dissolution de la société de gestion du Bois Saint-Jean en 2022 et la suppression de la participation aux charges des emprunts relatifs à l'aménagement du site du Bois Saint-Jean lors de la modification budgétaire de ce conseil, de l'ordre de 750 000, quel est et quel sera encore le rôle de la province dans le futur du Country Hall? Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. Plus d'interventions? Si personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Madame Cathy Firquet, députée provinciale vice-présidente, répondra à cette intervention ce jeudi. Point 51 de l'ordre du jour, rapport d'activité 2022 concernant l'enseignement et la formation. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Marc Mainry, à nous en faire connaître les conclusions. Ah non, pardon.
Ah, ben écoutez, j'ai M. Nissen pour après, mais M. Nissen est bienvenu pour faire le rapport. Regarde. Merci, Monsieur le Président. On fera œuvre de pédagogie et sur ce point, il en est question pour désigner les rapporteurs. Donc, votre troisième commission s'est donc réunir le lundi 20 mars pour examiner le point relatif au rapport d'activité 2022 concernant l'enseignement et la formation. Et malgré le rapport marqué du sceau de la pédagogie par M. Salvatore Anzalo, notre directeur général, ce point a soulevé les questions suivantes. Une commissaire, et je dis bien une commissaire, s'interroge sur l'absence de tableau genré et le regrette. Il lui est répondu que les regrets sont partagés, mais que la structure des différents rapports est dorénavant harmonisée, avec une taille maximum de 100 000 caractères. Il a donc fallu opérer un certain nombre de choix. Une deuxième question porte sur le projet culturel dans l'enseignement secondaire. Ne devrait-on pas veiller à une terminologie qui invite davantage à autre chose que du socio-culturel? La commissaire regrette en effet que des projets soient davantage orientés vers l'animation socio-culturelle plutôt que vers le véritable projet culturel au sens défini par la communauté française. Il est rappelé à la commissaire qu'il s'agit de l'appellation officielle adoptée par la résolution du Conseil provincial de 2003. Un autre commissaire interroge le conseil social des étudiants et les aides qui sont fournies par ce service. Le commissaire en demande le détail. Il lui est rappelé que le conseil social a déjà été largement présenté lors d'une récente commission, mais que le détail pourra lui être fourni. Une quatrième question évoque les chiffres de fréquentation des différents internats et plus spécifiquement ceux de la maison Erasmus. Concernant les variations des chiffres de fréquentation de la maison Erasmus, cela s'explique par les périodes de fréquentation des étudiants, mais le taux d'occupation de l'institution est tout à fait satisfaisant. Une cinquième question porte sur la Maison des langues et son projet. Y a-t-il eu une évaluation des pertes de services offerts à la population, vu qu'il ne reste que 3 personnes à la Maison des langues? Certaines personnes du public ont-elles manifesté leur déception? Il est répondu par la négative quant à des manifestations de déception. La mission première est bien une mission d'orientation vers les différents opérateurs. Les chiffres ne témoignent pas d'une baisse d'activité sur ce secteur. Néanmoins, la réflexion se poursuit et il est possible que la Maison des langues connaisse encore des évolutions dans son fonctionnement. Dernière question. Un commissaire pose une 6e question sur l'activité viticole à Flémal. Il est expliqué que le service n'est plus attaché à l'enseignement, mais au service de l'agriculture. Dès lors, le commissaire est invité à s'adresser à la 4e commission pour plus de détails. Il lui est toutefois précisé que le projet se développe bien et que les étudiants de l'Institut de l'Arrêt participent à diverses activités. À l'issue de ces 6 questions, la commission prend acte du rapport. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. J'ouvre la discussion générale. Oui, monsieur Delray. Monsieur Lejeune, d'autres interventions? Madame Freinet. Pas d'autres interventions? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. L'année 2022, qui fait l'objet d'un rapport d'activité riche en projets et réalisations de la part du département enseignement et formation, a aussi été marquée par une recrudescence de la mobilisation du monde enseignant, laquelle n'avait plus atteint de tels niveaux depuis plusieurs décennies, à en juger par le nombre de mouvements de grève et par l'importance des rassemblements dans la rue dans différentes villes de Wallonie. Parmi les diverses revendications portées par les syndicats, l'une des plus centrales concerne l'avant-projet de décret sur l'évaluation des enseignants, telle qu'elle est prévue dans le cadre du pacte d'excellence. Les enseignants habitués à la pratique de l'inspection pédagogique n'ont jamais refusé le principe d'une évaluation quand elle est conçue dans un esprit constructif visant à les accompagner dans leur démarche pédagogique et à les soutenir, singulièrement en début de carrière. Mais ils ne peuvent accepter une évaluation punitive qui ouvre la voie à la possibilité d'une sanction sans garantie qu'il sera tenu compte des difficultés liées au sous-financement dont le secteur souffre de manière chronique, donc qui ouvre la voie aussi même à la possibilité d'un licenciement au terme du processus.
C'est pourquoi les syndicats appellent à distinguer entre deux volets bien séparés du projet, avec d'un côté l'accompagnement des professeurs et l'évaluation critique des programmes de formation, et de l'autre l'évaluation telle que proposée aujourd'hui avec les sanctions envisagées. Dans ce contexte, le groupe PTB souhaiterait en savoir davantage sur l'évaluation aujourd'hui pratiquée dans l'enseignement de plein exercice à la province de Liège. Sait-on combien de professeurs ont fait l'objet d'une inspection en 2022 et dispose-t-on d'informations sur les impacts pédagogiques de la pratique? En tant que pouvoir organisateur, la province peut-elle se prononcer au sujet du mode d'évaluation prévu dans l'avant-projet de décret déposé au gouvernement, d'une manière qui soit susceptible de montrer que les inquiétudes du monde de l'enseignement ont été ou seront entendues? D'avance, nous vous remercions pour vos réponses. Merci, monsieur le conseiller. Monsieur Lejeune. Voilà. Monsieur le directeur général bien nommé, chers collègues, ma question moins stratégique que celle de Marc Delray, mais quand même importante au Collège provincial, est en fait de savoir comment, dans l'enseignement provincial, le printemps Simenon est exploité, afin que la connaissance et la mémoire de ce grand écrivain restent vivaces dans les nouvelles générations. Et en fait, c'est au détour d'un article de presse que je justifie ici ma question. À l'occasion des 120 ans de la naissance du plus grand des auteurs belges de romans policiers, diverses initiatives sont prises en terre liégeoise. Georges Simenon, bien connu, un écrivain aux 550 millions de livres, le plus traduit, le plus adapté sur les écrans. Et donc je reprends juste un extrait de son fils qui parle de son père, et qui parle du succès de son père. Disons que la recette principale de son succès, c'est la simplicité peut-être, la simplicité aussi bien dans son style que la simplicité des sujets. Il parle de quelque chose qui est immuable, c'est-à-dire les interrogations profondes de l'homme, ce qu'il appelait l'homme nu. Ces interrogations étaient les mêmes il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, et elles le seront encore, je l'espère, pendant très très longtemps. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, monsieur le conseiller. Madame Freinet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, donc je voulais préciser par rapport au rapport de Monsieur Nissen qui a essayé de broder un petit peu. Donc, un indicateur de genre est une donnée. En général, un indice chiffré qui permet de mesurer une réalité sociale caractérisée par une ou plusieurs différences mesurables entre les situations respectives des hommes et des femmes. Donc, c'est bien moi qui ai demandé, je ne vais pas m'en cacher, pas de problème, la situation genrée au niveau du rapport d'activité, et c'était d'habitude inclus dans les présentations qu'on nous faisait en troisième commission, donc je me suis étonné qu'elle ne soit pas dans le rapport. Et la réponse que j'ai reçue, M. Nissen, il vient de faire un peu pour que ça se passe bien, c'est « il n'y avait plus de place ». La phrase, c'est celle-là. Alors que les données existent. Donc il n'y avait plus de place, et on a dû réduire les rapports pour des questions économiques. Enfin bon, voilà. J'entends bien. Mais donc, quand on veut décider d'une politique publique qui soit juste, en tout cas entre les hommes et les femmes, on a besoin d'indicateurs genrés. Ce serait bien que ce soit inclus dans tous les rapports. Moi, je ne suis pas dans toutes les commissions, mais je trouve que me répondre en commission sur un rapport de cette importance et de manière écrite, il n'y avait pas de place, c'est quand même dans notre temps. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. D'autres interventions? Pas d'autres interventions. Si plus personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Madame Muriel Brody-Ruilin, députée provinciale, répondra à ces interventions ce jeudi. Point 52 de l'ordre du jour, le document RA/09, rapport d'activité 2022 concernant la transition numérique. Ah, et là, je vois qu'effectivement, c'est M. Manry qui vient nous faire connaître les conclusions de la commission. Merci, Monsieur le Président.
Bon, accrochez-vous parce que la transition numérique semble passionner les commissaires de la 3e commission. Non, pas que moi. Alors, la directrice Valérie Wustenberg a présenté les projets phares de cette année 2022 en matière de transition numérique, à savoir, entre autres choses, l'évaluation réseau et sécurité des infrastructures informatiques provinciales, l'extension de l'infrastructure Wi-Fi provinciale. Pour info, ce sont aujourd'hui 913 antennes Wi-Fi qui sont déployées dans les institutions provinciales, la gestion de la centrale d'achat de téléphonie de la province et le développement en interne du nouveau site web de la Haute École. Et enfin, la collaboration pour le développement de MyUlyss, que les conseillers provinciaux connaissent bien grâce à leur fiche de paie normalement. Donc, une commissaire demande si MyUlyss concerne tout le personnel provincial. Il lui est répondu que oui, le déploiement est en cours même pour les enseignants. Un commissaire demande à ce qu'on porte notre attention à la fracture numérique durant le déploiement de l'application MyUlyss, ainsi qu'au droit à la déconnexion pour le personnel. Le contact humain reste important, rajoute cette commissaire. La directrice et la députée abondent dans le sens du commissaire, tant sur le contact humain que sur le droit à la déconnexion. Un commissaire remercie la directrice pour son exposé, notamment la partie très intéressante sur l'évaluation de la sécurité. Il insiste sur la nécessité de protection en termes de cybersécurité pour les communes et villes de la province. La directrice pense qu'il est possible d'agir en matière de cybersécurité pour les villes et communes, par exemple sur le lancement de marchés communs ou la formation. Des choses sont possibles. Cependant, les moyens et le temps du département sont limités et le service ne peut s'occuper de la cybersécurité pour chaque commune. Un commissaire s'étonne du peu de communes du nord de la province participant au marché public de téléphonie. Il lui est répondu que le marché est toujours en cours et que d'autres communes continueront certainement à s'y fournir. Un commissaire suggère, par curiosité, qu'une présentation d'un logiciel développé en interne par la province qu'une présentation puisse être faite lors d'une prochaine commission. Par exemple, le logiciel sur la gestion des stocks de sel. La directrice n'y voit aucune objection. Un commissaire, de son propre aveu, un peu à contre-courant des questions précédentes, demande ce qu'il en est par rapport à la sobriété numérique. La directrice répond en insistant sur le gros travail qui a été mené sur le recyclage du matériel informatique dans le cadre de la signature du Green Deal provincial. On pourrait faire plus, dit-elle, mais il est compliqué de dégager des ressources. Pour répondre au commissaire, elle précise qu'il n'y a pas d'évaluation systémique en matière de sobriété numérique. Tel logiciel est-il nécessaire, etc. L'attention est en tout cas existante dans le département, mais elle n'est pas toujours formalisée dans un document. Enfin, un commissaire s'étonne que dans ce rapport sur la transition numérique incluant l'innovation numérique, il ne soit nulle part mention de la technologie blockchain. La directrice répond simplement qu'il n'y a pas encore de cas d'usage pour cette technologie, tout comme par exemple pour la 5G. La réalité technologique doit rencontrer un besoin, dit la directrice. Les services gardent cette solution en tête le jour où elle pourra répondre à un problème réel. Ainsi s'achève la prise de connaissance des membres de la première commission du rapport sur la transition numérique. Merci. Merci, monsieur le conseiller provincial. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants qui souhaitent intervenir. Pas d'intervention. Si personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2022 concernant la transition numérique. Document RA10, rapport d'activité 2022 concernant les infrastructures et le développement durable. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Maxime Degey, à nous en faire connaître les conclusions. Un souci? Ah, je me tourne. Agriculture et ruralité, j'ai Grégory Piron. Viens, je pense que c'est quand même toi, non? Nous allons écouter les abeilles. Parce que tantôt, il y avait une inversion, mais ici, manifestement, vous avez... On va écouter ce que tu vas nous dire et puis on posera des questions. Hein.
Non, Monsieur le Président, c'est vous qui avez raison. En fait, je parle d'abeilles parce que je parle d'abeilles sur les infrastructures, les ruches qui sont sur l'infrastructure. Donc, excusez-moi, c'est bien le point 53. C'est bien le rapport sur les infrastructures. C'est dans mon écrit que je me suis trompé. Donc, notre commission s'est bien réunie ce lundi pour étudier le rapport, non pas sur l'agriculture et la ruralité, mais bien sur les infrastructures. Des commissaires s'interrogent notamment sur la gestion des cours d'eau, combien de personnes s'occupent de ces cours d'eau. 2 ingénieurs, 5 agents techniques et 2 agents administratifs sont à la tâche pour gérer les cours d'eau de la province. Ils utilisent notamment des nouvelles technologies, avec notamment une surveillance par drone. Une question est posée évidemment sur le futur et les réflexions par rapport à ces cours d'eau, et notamment par rapport au RIF à Limbourg, puisqu'on sait qu'en collaboration avec la région, beaucoup de moyens seront investis afin d'aider à revoir le tracé du cours d'eau. Il faudra bien sûr s'attaquer à d'autres cours d'eau provinciaux, à l'ensemble du bassin. Un effort sera également fait sur l'entretien annuel de ceux-ci, puisque le manque d'entretien a été pointé du doigt dans les inondations de 2021. La canalisation, l'urbanisation autour des cours d'eau provinciaux, ça c'est un message évidemment envers les communes, a été aussi un problème qui a été relevé lors des inondations 2021. Il faudra sans doute dans le futur s'attaquer aussi à ces réflexions-là. J'en arrive, Monsieur le Président, sur les ruches. Un commissaire s'interroge sur les ruches urbaines qui sont sur nos bâtiments au niveau de la province. Est-ce qu'il est prévu de développer celle-ci? Pas pour le moment. Nous voulons d'abord plutôt primer la qualité, mais des outils pédagogiques à destination des citoyens vont être produits pour éventuellement encourager le développement des ruches urbaines. Un commissaire s'interroge sur la qualité de ces ruches en milieu urbain. Il est répondu qu'il est de très bonne qualité et qu'on a même parfois plus d'abeilles qu'en milieu rural. Un commissaire s'interroge également sur, c'est pour ça que vous voyez que j'ai confondu, parce qu'on a interrogé également sur la problématique du frelon asiatique, et que c'est effectivement une problématique qui n'est pas encore très développée dans notre province, mais qui arrivera sans doute avec celle-ci. Et encore une fois, la province prévoit de la communication vers nos concitoyens, et les zones de secours ont été également sensibilisées à la chose. Un autre commissaire s'interroge sur le bilan des parkings de covoiturage. Il est répondu qu'il n'existe pas de chiffres exacts sur l'utilisation des parkings de covoiturage, mais que ceux-ci sont souvent remplis et que les communes qui peuvent s'en servir sont très satisfaites. Voilà, Monsieur le Président, pour le rapport sur les infrastructures. Merci. Merci, Monsieur le conseiller. Je vous laisse retourner butiner. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants. Monsieur Ernst, Madame Monville. Pas d'autres intervenants, Monsieur Ernst. Merci, Monsieur le Président. Certains le savent, d'autres pas. Le Collège a décidé d'introduire sans délai une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre X, suite à des dysfonctionnements au sein de plusieurs services à la régie des bâtiments. Les faits seraient vol de machines ou de matériaux, détournement de matériaux destinés à être jetés, exercice d'activités privées durant les heures de service avec ou sans matériel provincial. Sans vouloir évidemment rentrer dans le détail du dossier qui a été confié à Maître Jean Bourtambour, pouvez-vous informer le Conseil des adaptations proposées par le Collège et les services pour éviter qu'une telle situation se reproduise dans le futur? D'autre part, les pressions exercées sur certains agents seraient extrêmement importantes. Il existe une crainte réelle d'atteinte physique entre les ouvriers, mais également des réactions exacerbées de défense ou de crainte.
Dès lors qu'il existe un péril réel pour le bien-être des travailleurs, il est important de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de les protéger. Quelles sont les mesures prises pour le bien-être psychologique et physique de nos agents? Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Madame Monville. Monsieur le Président, merci. Deux petites questions concernant le patrimoine immobilier. J'espère que je ne me trompe pas de rapport, je ne pense pas. On est un peu dans la confusion par rapport à la vente du château de Harzé, parce qu'il semblerait que les informations qui soient remontées en 4e et en 5e commission soient contradictoires. D'un côté, on nous dit que le bâtiment serait vendu depuis l'automne. De l'autre côté, qu'il y aurait toujours des négociations, et on aurait voulu avoir une clarification par rapport à cela. Merci. Merci, madame la conseillère. D'autres interventions? Pas d'autres interventions. Je clôt la discussion générale. Monsieur André Denis, député provincial, répondra à ces interventions ce jeudi. Point 54 de l'ordre du jour, le document R/11, rapport d'activité 2022 concernant l'agriculture et la ruralité. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, monsieur Grégory Piron, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, votre 4e commission... Donc je recommence, je reprends. Donc, chers collègues, votre 4e commission s'est réunie le lundi 20 mars dans les locaux du Val-Benoît et a analysé le rapport d'activité 22-23 RA11, portant sur l'agriculture et la ruralité. Tout d'abord, merci aux services pour leur travail ainsi que pour la rédaction des rapports d'activité. Plusieurs questions ont été posées. Une commissaire demandait quand aurait lieu l'inauguration du nouvel abattoir. Il lui a répondu le 12 ou le 13 mai. Je reprends. C'est vrai, pas de souci. Hein. Ça doit se faire, à vos souhaits. Pour les producteurs locaux, circuits courts, qui veulent être présents dans la grande distribution, ils doivent répondre à certains critères, comme par exemple avoir un lien conséquent, faire une demande à Promogest et se mettre en conformité avec l'AFSCA. Quid de l'abattoir d'Aubel et de l'achat du terrain? Le projet de Grasse-Sologne ayant suscité une levée de bouclier, il reste un projet artisanal, 200 000 volailles. Il y a une participation à celui de Dahlem jusqu'à novembre. Peu d'éleveurs producteurs se sont manifestés pour Dahlem suite aux diverses crises ou abandons d'élevage. On attend donc le retour, les réponses de Saint-André. Il faudrait cependant passer d'un abattoir plus petit à un plus grand pour accéder à la grande distribution. Concernant le secteur porcin, le SIAP fonctionne toujours avec un subside de 120 000 € par 6 mois de la région wallonne, qui couvre presque tous les frais. Il y a néanmoins une volonté d'arrêter pour de bon avec le SIAP. Un commissaire pose une question sur la dépollution des sols et quelles sont les expériences des différents départements et labos en cette matière. Il mentionne également que le bassin liégeois est historiquement chargé en polluants suite aux diverses activités industrielles. Les normes sont importantes à respecter, mais difficilement atteignables et réalisables, et sont coûteuses. Il évoque la culture du Micanthus comme végétal pour dépolluer les sols. Il lui est répondu que les labos ne sont pas acteurs ou opérateurs de dépollution. Et le processus de dépollution par végétaux est un processus extrêmement lent, qui peut aller jusqu'à 100 ans. Que le labo est déjà partenaire de 2 projets, dont un s'appelle Sanisol, le projet qui consiste en une évaluation des risques au préalable, une pertinence des précautions à prendre. Quid des filières de production d'énergie pour les végétaux? Des céréales répondant aux normes sont destinées à la consommation humaine. Si elles sont déclassées, elles seront destinées par contre à la production d'éthanol. Le labo est une référence pour l'analyse des sols avant nouvelle culture. Intrants, prélèvement, mesures par GPS, calibration, nitrate, suivi des cultures, utilisation parcimonieuse des produits phytosanitaires. Les communes peuvent bien entendu faire appel à la province. Une commissaire demande ce qu'il en est au niveau irrigation pour les petites productions. Il lui est répondu que des conseils de base sur l'irrigation sont donnés et expliqués, comme par exemple une utilisation rationnelle de l'eau par rapport au type de culture.
Point de vue formation, il n'y a pas de thématique spécifique pratique agricole. Y a-t-il eu des paires de producteurs locaux? C'est en cours d'analyse. Pour les maraîchers, il y en aurait eu 1 ou 2. Quels sont les résultats en déséquilibre du calcium et potassium? Les résultats vont arriver, mais il est plus intéressant de comparer les résultats sur plusieurs années. Voilà. Merci, monsieur le conseiller. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants. Madame Monville, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. À travers le rapport d'activité, je me suis rendu compte qu'en fait, la province était propriétaire de 60 hectares de forêt dans le bois d'Angleur. Ça, je n'avais pas encore mesuré jusqu'à présent. Puis 5 hectares à l'arrêt et 4 hectares à Ferrières. La gestion de ces espaces est faite en collaboration avec le DNF. La forêt est aujourd'hui en pleine mutation et les espaces forestiers font l'objet de diverses expérimentations. Pourriez-vous nous éclairer sur la dynamique de gestion adoptée au sein de vos peuplements, même si c'est un petit territoire, par ailleurs disposant de sections spécialisées en sylviculture et exploitation forestière au sein de l'IPA à l'arrêt? Ces espaces sont-ils mis à profit dans le cadre de la formation des étudiants? Enfin, par rapport au vignoble acquis en 2021 par la province, qui est un support pédagogique qui semble susciter de l'intérêt, comme en atteste la fréquentation aux formations organisées en 2022. Vous nous annoncez que la récolte de l'année passée a permis une production d'environ 400 litres de vin. Pouvez-vous seulement nous dire si ce premier essai est prometteur et si nous aurons le plaisir de découvrir cet outil et ce produit lors de notre prochain séminaire? Merci d'avance. Merci, Madame la conseillère. D'autres interventions? Pas d'autres interventions. Monsieur André Denis, député provincial, répondra à cette intervention ce jeudi. Point 55 de l'ordre du jour, le document RA12, rapport d'activité 2022 concernant le tourisme. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, monsieur Luc Lejeune, à nous en faire connaître les conclusions. Voilà, chers collègues, l'administration est successivement intervenue pour présenter le rapport d'activité de la FTPL, du Vallon de la Lambrée, de Blénimine, du Parc naturel des Hautes-Fagnes, du Château de Joët et de Wégimont. À l'issue de ces différentes présentations très circonstanciées, 2 commissaires sont intervenus, l'un sur le futur d'un droit éventuel provincial sur la zone de stationnement du bateau le Pays de Liège, l'autre sur l'identité exacte du propriétaire du bateau. Il lui est répondu que c'est l'ASBL Blénimine qui est bien propriétaire. Il est aussi répondu que l'option de la vente du bateau est bien confirmée et que le produit de la vente sera réinvesti dans un projet de panneaux photovoltaïques sur le site de Blénimine. Je vous remercie, monsieur le chef de groupe. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants pour le tourisme. Oui, Serge, personne d'autre. Tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Lors du Conseil provincial consacré au budget 2023, je vous avais interrogé sur le sinistre du bateau de Pays de Liège et surtout sur l'avenir du personnel. À cette occasion, vous aviez précisé que la situation du personnel a été gérée dès les premiers instants afin de lui éviter de se retrouver dans des situations encore plus précaires. Ainsi, un matelot a été reclassé au service technique de Blénimine, tandis que les 2 hôtesses ont été transférées au service d'accueil du domaine. Le reste du personnel, à savoir le capitaine responsable, le 2e capitaine, un matelot et le responsable Oreca, sont actuellement en chômage pour cause de force majeure. Pouvez-vous nous informer concernant les pourparlers et l'avenir des 4 dernières personnes? Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. D'autres interventions? Si plus personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Monsieur Claude Klinkenberg, député provincial, répondra à cette intervention ce jeudi.
Point 56 de l'ordre du jour, document R-ABAR 14, rapport d'activité 2022 concernant les sanctions administratives communales. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Guy Dubois, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, M. le Président. Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, donc rapporteur de la 5e commission concernant les sanctions administratives communales, un commissaire demande s'il est possible d'avoir le nombre de dossiers traités par habitant. Il lui a été répondu que ce n'était pas possible. Une commune n'est pas une autre, ce n'est pas du tout comparable. Il y a une grande différence entre les communes rurales et les zones agglomérées, et les infractions sont aussi très différentes. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le conseiller. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants. Madame Monville, personne d'autre. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Une toute petite interrogation. Donc, en découvrant le bilan des dossiers traités par le fonctionnaire sanctionnateur, celui-ci faisait mention des différentes trajectoires de dossiers. Soit ils sont classés sans suite ou font l'objet d'un non-lieu, soit le contrevenant se voit infliger une amende, un avertissement ou une mesure alternative. Parmi ces mesures, on trouve la médiation ou la prestation citoyenne. Et dans les tableaux, je ne voyais pas de comptage par rapport à ces prestations citoyennes. Je me demandais si c'était une voie qui était effectivement activée, dans quelles circonstances et à quelle fréquence. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. D'autres interventions ? Pas d'autres interventions. Je clôt la discussion générale. Monsieur Claude Klinkenberg, député provincial, répondra à cette intervention ce jeudi. Point 57 de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 2023. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu ce jeudi 30 mars 2023 à 16h30 et je vous attends nombreux demain à Warem et à Marchin. Je vous remercie. Bonne fin de journée.